que ce soit pour vous, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, avec qui nous allons parler des 6 principes de l'accord de paix RDC-Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Monsieur le ministre, vous êtes le bienvenu. Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais qu'on commence avant tout avec cette petite question. Nous avons vu le gouvernement de la République démocratique du Congo activer quasiment tout le front diplomatique, militaire et que sais-je encore. Et aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire qu'enfin une solution est en vue d'être trouvée? Écoutez, nous sommes, comme nous aimons à le dire, plutôt dans une phase d'atterrissage. Nous étions dans un conflit qui s'est joué sur plusieurs terrains, certains diraient guerre hybride, et sur chaque front, il fallait donner une réponse appropriée. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, autour du commandant suprême de tous ces fronts réunis, le président de la République, nous pouvons noter que nous avons fait beaucoup de progrès. Et donc, dans ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, comme dans toute séquence, il y a eu des moments où on a connu les pics du conflit et actuellement, nous sommes plutôt dans une phase d'atterrissage, ce qui ne veut pas dire que le conflit est terminé. Le conflit n'est pas encore terminé, mais nous sommes sur la table des discussions. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui est tout aussi délicate, la phase d'atterrissage, un peu comme pour prendre la formule de ceux qui font l'aviation. Nous sommes dans une phase d'atterrissage qui est une phase critique, où dans l'avion, on demande aux uns aux autres de porter leur ceinture. Ça veut dire simplement que nous devons, pour ce qui nous concerne, rester vigilants et rester mobilisés, en tout cas derrière le président de la République qui pilote tout aussi de manière ferme, déterminée et patriotique cette phase qui va nous conduire à l'atterrissage. Un atterrissage d'un vol malheureusement qui a commencé depuis bien longtemps. Parce que nous parlons d'atterrir avec des solutions pérennes, des solutions durables qui pourront, nous l'espérons, mettre fin à une crise qui dure depuis plus de 30 ans. Très bien. Alors, en regardant ces différents tableaux, la situation actuelle, je me permets de le dire, on a comme l'impression que c'est du réchauffé. L'histoire se répète. C'est pas la première fois que le gouvernement de la RDC se met autour d'une table avec les agresseurs pour négocier. Aujourd'hui, cette émission sera suivie par de nombreux Congolais. On parle de l'opinion. Quelles sont les garanties que vous avez qui rassurent justement que cette fois, c'est la bonne? Il n'y a pas de réchauffé pour commencer, parce que cette fois-ci, nous allons pour des solutions définitives. Je pense que le président rwandais, qui s'est aventuré sur le territoire congolais autant de fois, 5 ou 6 fois, à travers l'AFDEL, les RCD et tous les supplétifs et proxys qu'il a utilisés pour nous faire la guerre, n'a jamais autant rencontré une riposte à la mesure. On a commencé à le dire au plan militaire, au plan diplomatique, au plan médiatique, au plan économique, au plan judiciaire. Et surtout les autres types de fronts, parce que finalement, la guerre, on l'a popularisée. Aujourd'hui, tous les Congolais sont conscients que la guerre qui nous est faite n'est pas la guerre qui est faite au président Tshisekedi, c'est une guerre qui est faite à nous tous en même temps. On n'est pas dans du réchauffé parce qu'on est dans une phase aujourd'hui où on n'a jamais obtenu autant l'implication pour parler que d'un seul partenaire, du gouvernement américain. Jamais vous n'avez vu en 30 ans de conflit un tel engagement du gouvernement américain, de l'administration américaine, pour que nous puissions arriver à la solution. Justement, cet engagement titille en moi la question pourquoi, quels sont les enjeux qui justifient aujourd'hui cette implication forte des États-Unis? Mais la question, c'est que le Congo, c'est parmi les pays les plus importants au monde. Du fait, par exemple, là, du fait que nous soyons là, notre forêt... Il a toujours été important. Non, mais bien sûr. Il n'y a jamais eu autant d'engagement. Mais davantage maintenant, parce que finalement, on a essayé des solutions par proxy, de guerre, de pillage par proxy, finalement, ça ne donne pas à ceux qui pensent pouvoir profiter aux dépens du Congo de son sol de la manière violente. Et donc, aujourd'hui, au regard des enjeux auxquels l'humanité fait face, on a besoin d'un Congo en paix. On a besoin d'un Congo qui continue à être les pays solutions. Parce que parallèlement à la guerre que nous connaissons dans l'Est, le Congo, c'est les premiers producteurs mondiaux du cobalt, parmi les premiers, si pas le premier, du cuivre, qui concourt aujourd'hui à régler des problèmes de l'humanité. Les Congos, avec notre bassin, notre massif forestier, avec nos réserves de tourbières, pendant que le monde est pollué, le Congo travaille
à préserver ce qui est préservable de l'humanité. Et donc, pour un pays comme celui-là, les degrés d'engagement que nous voyons étaient degrés d'engagement qui se justifient. Qui définit ces principes de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda? La question, c'est que nous avons commencé des discussions avec le Rwanda depuis juillet 2022. Lorsque l'Union africaine s'est saisie du dossier et le mandat a été donné au président angolais, qui a été mandaté par l'Union africaine. Et aujourd'hui, tout ce qui se discute à Washington a pour base principale de discussion le travail qui a été fait à Luanda. Est-ce que les principes tiennent compte également des réalités de l'autre côté, du camp adverse? Et les principes ont été communément définis. C'est une déclaration de principe que nous avons signée, que les Rwandais ont signée. Ça veut dire qu'on s'est mis d'accord sur l'architecture de ce qui doit constituer l'accord qui permettra le retour de la paix, nous l'espérons, dans cette partie. Plus de concessions du côté du gouvernement congolais que du côté du rebelle? Ça dépend de ce que vous appelez concession. On va concéder sur quoi? On est dans un processus qui aurait pu aboutir à Luanda au 15 décembre 2024, qui n'a pas abouti et nous avons vu la suite. Je voudrais pas revenir sur les détails de tristes événements que nous avons vus à Goma, par exemple, qui seront traités, de toute évidence. Avant de venir ici, j'ai rencontré la délégation de la mission d'établissement de faits du Haut Conseil national des droits de l'homme. Il y a évidemment la Cour pénale internationale et tout le travail judiciaire qui doit se faire parce que des crimes imprescriptibles ont été commis et pour ces crimes, évidemment, il y a une redevabilité, une justice qui doit se mettre en place. Et dans cette discussion qu'il y avait entre nous et le Rwanda, il y avait ce besoin autour du gouvernement américain d'aller vers l'atterrissage. Mais souvenez-vous que si les discussions n'ont pas abouti à Luanda, c'est parce que justement on disait qu'on devait discuter ou négocier avec les M23. Le président de la République avait à ses propos une position radicale, mais c'est cette radicalité, si je peux me permettre l'expression, du président de la République qui nous a permis d'obtenir des sanctions qui aujourd'hui étouffent l'économie rwandaise, sans compter les nôtres, parce que vous avez vu par exemple comment la compagnie aérienne rwandaise Rwandair est asphyxiée, mais des sanctions qui sont venues de l'Union européenne, des États-Unis et d'autres pays membres de la communauté internationale qui ont contraint le Rwanda à cesser ses aventures en RDC. Il ne faut pas oublier que nous avons obtenu, à la suite de presque 3 sessions spéciales du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC, une résolution, la 2773, qui trace plus ou moins la boussole de ce qui doit être fait pour revenir à la paix. Et dans cette boussole, il y avait évidemment des devoirs qui nous revenaient comme République démocratique du Congo, y compris d'ouvrir un espace d'échange. Monsieur le ministre, avant que l'on parle de ces 6 principes, je vais rebondir sur une question. En tout cas, je m'en voudrais si je ne la pose pas. 6 principes, c'est une chose. Est-ce que ces 6 principes garantissent l'accord ou la signature de l'accord de paix? Non, les 6 principes, c'est les piliers sur lesquels l'accord sera décliné. Donc, la garantie de l'accord viendra de discussions qui découleront de principes qui ont été définis, de principes qui, en réalité, résument les différents problèmes qui ont été sériés depuis le processus de Luanda. Et donc, on va parler d'intégrité territoriale, on va parler d'intégration économique, on va parler des retours de réfugiés, on va parler des autres questions qui sont cruciales pour que nous puissions arriver à la paix. Mais c'est tout cet ensemble qui a été analysé avant la déclaration de principe et c'est tout cet ensemble qui fait encore l'objet justement des discussions et des analyses de toutes les parties pour que nous puissions arriver à un document final global. Et c'est tout cet ensemble qui met également les 2 parties ensemble. Évidemment, parce que nous sommes sur la table des discussions où chaque partie doit apporter ses éléments d'enrichissement dans ce qui avait été prévu dans le cadre de la déclaration de principe. Cela a déjà été fait. Et donc aujourd'hui, il y a des discussions qui se font autour des positions exprimées à la fois par nous et par les Rwandais. Très bien. Alors, les gens reconnaissent en vous cette facilité de mieux expliquer les choses. On parle de 6 principes, on aimerait rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui est exactement prévu? Le premier principe, d'abord, c'est le respect de l'intégrité territoriale. Il y a un esprit qui guide le président de la République et les gouvernements depuis le début de ce conflit, c'est qu'il ne faut lésiner sur aucun moyen pour s'assurer que les intérêts de la République démocratique du Congo sont préservés de la première à la dernière ligne.
Et sur le premier principe qui porte sur des questions liées à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité du territoire de la RDC, c'est un principe non négociable. Donc il ne faut pas penser qu'il y a un seul centimètre de notre pays qui pourra être bradé, que ce soit dans les zones frontalières ou qui pourra être concédé à ces forces d'agression et leurs supplétifs. Ceci doit être bien clair, c'est une ligne rouge. Déjà, c'est un point qui est toujours contesté par le Rwanda, qui continue à faire pression. Sur quelle base le Rwanda peut-il se permettre de contester ce qui a été coulé et consacré dans tous les textes internationaux? Les chiens aboient, la caravane passe. Vous allez vous permettre un forcing si il s'observe une résistance, par exemple, de certains points? Forcing par rapport à quoi? Parce que les principes qui ont été rappelés, c'est des principes qui ont été approuvés. Donc, on ne peut pas sortir un accord qui vienne remettre en cause ce qui a été préalablement défini dans les cas de ces 6 principes. Monsieur le ministre, il y a quand même une question qui se pose, et même l'intérêt de la population s'oriente beaucoup plus vers des questions de sécurité. L'Est de la RDC déstabilisé. Est-ce que parmi les principes, le deuxième point, d'ailleurs, qui aborde clairement, on parle de préoccupations sécuritaires, qu'est-ce qui est exactement prévu pour ce point, pour ce principe? Alors, dans les préoccupations sécuritaires, il faut regarder l'histoire dans laquelle nous sommes depuis plusieurs années. Regardez par exemple le prétexte permanent que le Rwanda utilise pour nous envahir ou nous faire la guerre, entre guillemets, la présence de forces démocratiques pour la libération du Rwanda, des forces résiduelles de l'armée, des forces armées rwandaises depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Le fameux prétexte est recyclé. L'idée justement de ces points de vue, c'est de s'assurer qu'on a mis en place un dispositif qui nous permet de traiter les menaces sécuritaires. Parce que de toute façon, nous sommes des pays voisins. Il existe des mécanismes avec chacun de ces pays pour voir comment nous traitons. Ici, si nous arrivons à l'accord, si nous parvenons à trouver un modus vivendi pour mettre fin à la crise, on n'aura plus besoin de nous refaire, entre guillemets, la guerre ou de procéder par des conflits parce qu'on aura défini un cadre qui nous permet de collaborer, d'échanger notamment des renseignements et de traiter les menaces sécuritaires de part et d'autre de la frontière qui peuvent subvenir. Je crois que ça fait partie des mesures de confiance à bâtir entre les deux parties prenantes pour s'assurer qu'il n'y a plus de répétitivité en termes d'agression ou en termes de situation incontrôlée des parts et d'autres. Il y a quand même une question sur le troisième principe qui me passe à l'esprit. On parle ici du plan d'intégration régionale. Qu'est-ce qui est exactement prévu? Puisqu'on doit dire, il y a tellement de choses à dire à ce sujet. La première chose qu'il faut retenir sur ça, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif c'est de parvenir à la paix. Et lorsqu'on arrive à la paix elle-même n'est pas suffisante. On a la paix, comme on a la paix, c'est la condition sine qua non pour faire un développement économique. On a la paix et nous voyons comment monter d'autres initiatives. Il existe aujourd'hui des mécanismes, des plans régionaux. C'est pour ça que on a adhéré à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC, ou encore COMESA, marché commun de pays de l'Afrique australe. Mais toutes ces organisations sont créées parce qu'il y a un besoin d'avoir des interactions économiques. Donc on va se remettre en fraternité avec le Rwanda. Pour ce qui nous concerne, avant que nous ne puissions nous remettre dans des rapports d'échange, il faut construire la sécurité, il faut restaurer la confiance. Ce n'est pas des choses qui vont se faire de manière automatique. Dans un contexte où les plaies sont béantes, mais dans un contexte aussi où nous voulons faire le choix. Finalement, vous savez, quand on fait cette guerre, le président de la République aime à le répéter, que nous n'avons pas des problèmes avec le peuple rwandais. Nous avons le problème avec les régimes rwandais qui pensent pouvoir garder la main sur nos ressources par des voies des pillages et par des voies de la violence. C'est ce à quoi nous nous sommes opposés farouchement et c'est ce qui nous a conduits dans ce que nous vivons actuellement. Maintenant que nous voulons en sortir, nous estimons, et c'est ça le plus important, qu'il faut d'abord avoir la paix, avoir des conditions de confiance,
des conditions de sécurité restaurées pour que la RDC, d'abord la question du développement dont on parle, les développements ou les progrès économiques qu'on évoque, cher Guy, c'est d'abord pour de Congolais. Ce n'est pas d'abord pour les pays de la région, y compris le Rwanda. C'est d'abord pour le Congolais. Pour vous donner une vue, il y a eu la CEPGL. Dans la CEPGL, c'est les Zaïre de l'époque qui étaient les principaux contributeurs. La CEPGL a mis en place des institutions qui sont jusqu'à ce jour fonctionnelles. Pour certaines, parce qu'il y avait une volonté de considérer que, écoutez, nous sommes le pays le plus grand de la région. Il est évident que le Rwanda et le Burundi et les autres pays voisins ne peuvent pas vivre sans la RDC. Alors que nous pouvons vivre sans eux. Alors, la CEPGL, Communauté économique de pays du Grand Lac, a été créée justement pour ces besoins, de voir comment, au plan communautaire, on peut créer un cadre, on peut créer des projets intégrateurs qui profitent aux populations qui, en réalité, dans cette région, cher Guy, n'ont pas besoin de traverser des rivières ou de montagnes pour échanger. Monsieur le ministre, vous êtes congolais, vous parlez d'un pays qui a reçu suffisamment de coûts provenant du Rwanda. Vous parlez aussi de cette intégration régionale. Je retiens un mot sur lequel je vais rebondir, la confiance. Pensez-vous, vous, en tant que Congolais, qu'il sera facile de rétablir cette confiance entre la RDC et le Rwanda? D'abord au niveau de la population. Mais pas du tout. Ouais. C'est jamais facile. Mais c'est pourquoi nous expliquons à nos compatriotes. Et je crois que dans les chefs de Congolais, on a eu à le remarquer. Est-ce que ceci ne sera pas un verrou pour évoluer avec l'accord? Je ne pense pas que ce sera un verrou. La paix, c'est le choix des grands. Et le président de la République a toujours démontré depuis le premier jour qu'il voulait un pays en paix, avec y compris tous les 9 pays voisins. Sinon, il ne rendrait pas de visite. Sinon, il n'aurait pas mis en mouvement des mécanismes qui permettent d'avoir des bases de coopération ou de collaboration avec ces autres pays. Ce n'est pas le langage de certains politiques. Aujourd'hui, attention, aujourd'hui, l'idée pour nous, à travers cet accord et que tout le monde a convenu, c'est de se dire, et c'est ce que prévoit aussi la feuille de route de Luanda, si vous la lisez, je pense au point I ou J, disait que le rétablissement de relations, parce que le Rwanda, c'est un pays voisin. On peut dire tout ce que nous voulons, le Rwanda ne se déplacera pas d'où il est. Il sera toujours là. Et ici, on a compris que le problème du Rwanda, c'est pas le peuple rwandais, c'est les régimes rwandais. Et les régimes rwandais qui a compris aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus penser, les dirigeants, continuer à considérer la RDC comme la partie du monde qui doit leur servir de réservoir pour piller. Et ici, nous disons, nous construisons la paix, nous restaurons la confiance. Le vrai travail, mon cher Guy, commencera après la signature de l'accord. Parce que tout ce que vous évoquez, toutes les plaies béantes que vous évoquez, nécessitent des mécanismes pour arriver à recréer la confiance. Et lorsqu'on recrée la confiance, on peut passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est de justement de créer les conditions économiques qui permettent d'abord aux Congolais de profiter de leurs ressources, mais que par la suite, dans les cas des organisations régionales, j'ai parlé de CIRGL, j'ai parlé de l'EAC, comment commercer avec les autres pays. C'est la suite. Et je disais, en parlant par exemple des exemples de la CEPGL, je peux vous donner un exemple. Il existe aujourd'hui une société qui est née de la CEPGL qui s'appelle Sinelac. C'est une société qui donne l'électricité à la fois au Rwanda, au Burundi et en RDC. Je crois que la société aujourd'hui est dirigée par un Rwandais, le DG est un Burundais, le directeur financier est un Congolais. C'est un exemple. Malgré la guerre, le projet, la société continue d'opérer. Parce que, au bout d'un moment, les populations, surtout rwandaises, ne peuvent pas continuellement être prisonniers de la nature de leur régime. Et donc ici, il faut comprendre la volonté à la fois
du président de la République de donner un essor de développement. Parce que pourquoi vous pensez que la guerre est devenue forte? Mais parce que nous avons créé des structures, notamment Deer Seagull Trading, qui nous a permis de mettre de l'ordre dans la traçabilité de l'or, d'améliorer notre productivité. Et parce que de l'autre côté, si vous regardez la structuration du budget du Rwanda, vous allez voir que pour l'année qui se termine, c'est 1,5 milliard qui est venu de l'or produit illicitement. C'est pour ça que lorsque les Européens, à l'initiative de la Belgique et de la France, ont sanctionné la raffinerie de Gassabo qui récupère tous ces ors produits illicitement de l'Est de la RDC, a été un élément, un game changer dans l'attitude du Rwanda parce que les sanctions avaient pour vocation de les contraindre. Il y a quand même un de ces 6 principes qui m'intéresse beaucoup plus. On parle du retour des réfugiés, des déplacés, monsieur le ministre. Qui rentre où? Mais c'est évident que l'une des raisons pour lesquelles avec la guerre ethnique qui sévit, le prétexte, et le reste. Non, je ne voudrais jamais aller dans le piège pour parler des guerres ethniques. Il n'existe pas de guerre ethnique au Congo. Au Congo, ce qui existe, c'est une invention rwandaise d'un conflit qui n'existe pas. Je vous donne un exemple. Monsieur le ministre, vous avez été au front pour dénoncer et même commenter ces ping-pong qui existent entre le Rwanda et la RDC sur les ethnies. Vous avez parlé, attention, vous avez parlé des guerres ethniques. Ouais. Il n'en existe pas en RDC. En RDC, nous avons combien d'ethnies? Évidemment qu'il y a des problèmes de cohabitation qui existent ici entre les Mbole et les Ngola en province orientale. On a plus proche de Kinshasa, les Mobondo. Nous avons des problèmes de ce genre. Le même problème, c'est vivre aussi mais dans l'Est de la RDC, ici, c'est que nous cohabitation. vivons. Ici, c'est que nous vivons. Attention, c'est une exacerbation. C'est un prétexte parce que l'on sait que la communauté internationale a été fortement marquée par les génocides de triste mémoire de 94, qui a touché une large partie de Tutsi et des Hutus modérés du Rwanda. On le connaît. Donc c'est sur ces stigmates que les régimes rwandais ont toujours pensé pouvoir exacerber la question des Tutsis et des Banyamulenge. Mais écoutez, nous, on a au gouvernement le ministre d'État Gisaro qui l'a dit publiquement, sa communauté n'a jamais mandaté le président rwandais d'être leur défenseur. Guy, nous avons 9 pays frontaliers. Nous avons des tribus riveraines. Dites-moi, chaque fois qu'on aura un problème avec, je ne sais pas, nos frères Zandé dans le nord ou des Bembe au Katanga, est-ce que c'est au président centrafricain ou zambien de penser qu'il doit intervenir? Non. Et cette attitude du régime rwandais expose nos frères de ces communautés parce que justement, ils sont vus par les autres frères comme suspects. Comment un président d'un pays voisin peut se présenter comme votre protecteur? Vous voyez? Et donc, c'est une attitude, je dirais, malsaine, qui n'a d'autre fondement que la division pour penser pérenniser une guerre. Quels sont les réfugiés qui doivent rentrer aujourd'hui en République démocratique? Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait autour du HCR. Je me souviens que cela a commencé sous les auspices de Antonio Guterres. Il y a eu des signatures, des accords entre les deux pays autour du haut-commissaire pour le réfugié à Genève, la RDC et les Rwandais. Il existe de commissions qui travaillent sur le sujet. On a recensé à peu près 200 000 réfugiés rwandais au Congo, à peu près 70 000 réfugiés congolais au Rwanda. Mais il faut savoir qu'il y a un principe de base pour ce qui concerne la question de réfugiés ou des déplacés, c'est que ça s'est fait sur la base volontaire. Il y a des mécanismes qui ont été prévus pour ce faire et cela ne peut se faire que dans un contexte de sécurité rétabli. On parle de la MONUSCO, on parle des forces qui doivent faire leur retour.
Entre-temps, de l'autre côté, on doit dire que les Congolais n'ont pas été très favorables avec la présence de ces forces sur leur sol. Comment ça va se passer? Ça dépend de quelle force vous parlez, mais ici, il faut savoir que nous avons la MONUSCO, qui est une mission mandatée par le Conseil de sécurité et qui, malheureusement, retrouve, du fait justement des agissements du Rwanda à travers cette guerre, les besoins d'être encore renforcés. Alors que nous étions dans un processus où la MONUSCO était sur les départs. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, c'est bien évidemment un recul. Ouais. N'oubliez pas qu'il y a eu des réunions des chefs d'État à Dar es Salaam qui avaient fixé un plan, notamment comment on arrive à obtenir, on n'a peut-être pas parlé beaucoup de ça, à obtenir un cessez-le-feu, les cessez-le-feu qui est la base de tout. On obtient un cessez-le-feu, ensuite on dessert les taux sur Goma, parce qu'il faut permettre à Goma, notamment l'aéroport, d'être rouvert pour déverrouiller les activités qui doivent s'y dérouler, mais aussi les différents axes pour que les populations puissent y accéder ou les différents produits. On ne peut pas se passer de la MONUSCO pour obtenir cette paix. La MONUSCO ici, en l'occurrence, a son rôle, y compris relevé dans les cadres de la résolution 2773, c'est pas seulement la MONUSCO. Il y a des discussions qui se font au niveau régional, qui impliquent, en tout cas, les chefs d'état-major d'autres pays avec un rôle spécifique à jouer lorsqu'il faudra s'assurer que Goma, parce qu'il faut que l'on reprenne l'administration du territoire, il y a donc des mesures transitoires qui doivent être prises pour permettre l'évacuation des forces qui y sont aujourd'hui et pour que progressivement les forces étatiques puissent retrouver leur place. Mais Monsieur le ministre, la MONUSCO a fait preuve de beaucoup de faiblesse, vous êtes sans ignorer. Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie de sortie des crises pour assurer cette... Non, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas... La MONUSCO, au-delà de tout ce qu'on peut relever comme difficulté, comme faiblesse, a un dispositif bien en place, a une connaissance du milieu et a des services à offrir dans les cadres de la mise en œuvre de la résolution 2773. Ici, il faut que l'on travaille à promouvoir la capacité de la MONUSCO ainsi que des forces et d'autres mécanismes régionaux conformément à leur mandat pour un mécanisme de vérification parce que lorsqu'il s'agit, par exemple, lorsqu'on parle de cessez-le-feu, lorsqu'on parle de l'application de l'accord, il faudra s'assurer que ce qui y est contenu, notamment pour ce qui concernera le volet militaire, les volets retrait de troupes, cela puisse être fait dans des conditions acceptées et suivies de près par tout le monde. Et la MONUSCO, en l'occurrence, a un rôle à jouer, y compris sûrement avec les autres forces régionales, dans les cadres de différents processus qui étaient en cours pour s'assurer qu'une fois que l'accord de paix est signé, on peut commencer son implémentation avec des garanties de sécurité pour les uns et les autres, et ce n'est que de cette façon qu'on va évoluer. Monsieur le ministre, vous parlez de cet accord de paix. Le gouvernement de la RDC signe cet accord avec qui? En face? Les terroristes? l'M23? Ou des agresseurs simplement? Écoutez, nous sommes en guerre avec le Rwanda. Faut pas se tromper. L'adversaire, c'est le Rwanda qui opère avec des supplétifs. C'est pas pour rien, et je le rappelle ici, la déclaration qui a été faite, je pense, le 25 avril, n'est pas à lire en dehors de la déclaration qui a été faite à Doha le 18 mars. C'est la rencontre entre le président Tshisekedi, le président Kagame et l'émir du Qatar qui a permis le démarrage des discussions directes entre nos experts de sécurité de haut niveau et les délégués du M23. Et les engagements, plus ou moins, ou les principes qui ont été dévoilés dans les communiqués du 25 avril font suite à ce qui avait été convenu les 18 mars par les chefs d'État. Et donc ici, il faut considérer, comme j'ai eu l'occasion de le dire, toutes ces initiatives n'ont qu'un seul objectif, la paix. Et nous travaillons à parvenir à cette paix avec les M23 dans ce qui les concerne spécifiquement, ensuite avec le Rwanda dans ce qui les concerne, et par la suite, parce que nous avons une implication américaine, une implication des Qataris dans une région où il y a d'immenses opportunités économiques.
Les opportunités économiques, ce n'est pas seulement dans les mines, c'est dans l'hydroélectricité, c'est dans l'exploitation du gaz, c'est dans le tourisme, c'est autour du lac. On peut faire des ferries qui partiraient de Tanzanie, pourquoi pas, pour aller vers Bukavu. Il y a des multiples opportunités du développement qui peuvent se développer dans cette région, mais qui sont bloquées du fait de la persistance de l'insécurité. C'est pour ça que dès que les conditions de paix seront réunies, dès que la sécurité sera rétablie, ce n'est qu'en ce moment-là qu'on pourra voir à une coopération plus large. Il ne faut pas que la limiter sous le regard du Rwanda, il faut le regarder dans le cadre régional, mais avec un point de départ qui sera d'abord les Congolais. Je ne ferai pas l'apologie des discours de nos agressions, mais je me permets quand même de rebondir sur un aspect important. Ça s'est dit, même ci et là, Monsieur le ministre, vous êtes au courant, on dit que la RDC, le gouvernement congolais, pour ne pas dire le chef de l'État, je me permets de le dire, n'est pas très respectueux des textes. Cet engagement qui sera trouvé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Je ne peux pas vous laisser dire des choses. Je ne peux pas vous laisser dire de choses d'une telle gravité, parce que à Luanda, au 15 décembre, nous y étions avec le président de la République, malgré que nous savions que le président rwandais ne viendrait pas. Depuis les débuts de ces processus, je ne pense pas qu'il y a un président qui a montré autant d'engagement en faveur du retour de la paix. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que nous avons, nous, à notre niveau, la volonté politique, l'engagement, le leadership qu'il faut pour que cette paix devienne une réalité. Pourvu qu'en face, nous puissions avoir des acteurs qui ont la même volonté que nous. C'est pour ça que nous disons, bien au-delà de tout ce qui se fait, bien au-delà de tout ce qui se prépare, nous devons rester vigilants. Nous devons rester mobilisés autour du président. Parce que les conflits, il n'est pas encore terminé. Nous sommes dans une phase d'atterrissage, mais même dans cette phase d'atterrissage, nous avons besoin, nous, d'être pleinement, par exemple, intéressés sur des questions. Parce que nous lisons, les gens peuvent lire du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, parce que j'ai cru lire un moment, vous allez brader les intérêts du Congo, mais il n'y a aucun intérêt de la RDC qui sera bradé. Il n'y a aucune ligne frontalière qui ne sera concédée. Aucun centimètre. Du premier au dernier point de l'accord, le président de la République et ses équipes, nous tous y compris, nous nous assurons que les intérêts de la RDC puissent être à tout prix préservés. Il y a quand même un discours des opposants qui disent c'est quand même surréaliste ces six principes. On regarde la réalité congolaise et que le gouvernement va aller droit au mur. Votre réaction? En quoi c'est surréaliste? Parce que, vous voyez, la difficulté, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de réactions. Vous avez reconnu certaines difficultés. J'ai vu beaucoup de... Mais les difficultés, mon cher Guy, sont inhérentes. Nous sommes dans un processus complexe. Évidemment qu'il peut y avoir des difficultés. Personne ne le renie. Mais tous ceux qui critiquent la déclaration de principe, ou tous ceux qui critiquent même par anticipation l'accord qui en sortira, est-ce qu'ils ont lu cette déclaration? Est-ce qu'ils l'ont lu? Est-ce qu'ils ont lu le point 1, le principe souveraineté, intégrité, gouvernance de la RDC? Est-ce qu'ils l'ont lu? Est-ce qu'ils ont lu le point 2 sur les préoccupations sécuritaires des uns des autres? Comment on met en place des mécanismes de sécurité mutuelle? Comment on arrive à restaurer la confiance avant de parler d'un plan d'intégration économique régionale? Avant de parler du retour de réfugiés, parce que les retours de réfugiés ne peuvent se faire que dans des conditions de paix.
Mais est-ce qu'ils l'ont lu? C'est peut-être là le premier point. Et c'est même pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux d'être votre invité pour que nous puissions faire un peu de pédagogie sur ce que tout le monde devrait savoir. Parce que s'il y a bien de choses que nous avons obtenues dans le cadre notamment de la campagne Congolais Téléma que nous avions lancée avec la première ministre Judith Suminwa, c'est la mobilisation de Congolais autour du président de la République. Tout le monde a compris que cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est une guerre qui est faite à chaque Congolais. Vous êtes Zomeko. Peut-être qu'alors, il faut faire une émission d'analyse pour évaluer le coût de cette guerre sur chaque Congolais. Vous verrez que le coût est important parce qu'il y a beaucoup de projets qui auraient pu connaître leur plein essor, qui auraient pu être financiers, mais qui ne l'ont pas été du fait de la guerre. Et aujourd'hui, il faut plutôt se satisfaire de voir que malgré la guerre, nous avons réussi un nouvel accord avec les FMI. Ça veut dire que bien au-delà de tout ce que les opposants et les autres peuvent avoir comme critique dans un contexte démocratique, on peut leur concéder. Mais nous, quand nous regardons les partenaires avec lesquels nous discutons économie, voient tous les progrès que nous faisons. Et c'est cela le plus important pour le peuple congolais, parce que c'est ça qu'il attend de nous. Très bien. Monsieur le ministre, avant de finir cette émission, je voudrais qu'on fasse un tour dans l'Est de la RDC. Beaucoup de nos téléspectateurs, et même nous-mêmes, avions l'habitude de nous réveiller avec votre voix, soit dans une radio, soit à la télé, où vous étiez au front pour mobiliser les Congolais, dénoncer la situation, donner les grandes lignes. Depuis un temps, c'est le silence langage. Alors, quelle est la situation actuelle sur le terrain? Non, je ne pense pas que nous sommes dans un silence. Hier encore, nous parlions à l'occasion de moins en moins, il y a briefing. De livres. Non, on parle de moins en moins de l'Est de la RDC. Attention. Le gouvernement communique sur la situation à l'Est de la RDC tous les jours. Parlons-en. Tous les vendredis, par exemple, nous faisons un point de la situation sécuritaire. Alors maintenant, peut-être que vous auriez voulu que ça fasse l'objet, et même pendant l'époque, nous ne faisions pas, attention, nous ne faisions pas de briefing au quotidien. Mais il ne faut pas oublier que dans le cadre justement de cette campagne de mobilisation, nous avons par exemple hebdomadairement ou quotidiennement la tranche Congolais Téléma sur la télévision nationale, qui revient quotidiennement sur l'actualité. Évidemment, nous intervenons. Ma collègue des Affaires étrangères intervient. Vous avez vu encore le dernier communiqué sorti par le ministre de l'Intérieur qui rappelle un certain nombre de faits. Et hier, j'ai démontré que les occupants font ce que moi j'appelle une gouvernance par crime, parce qu'il n'y a aucun problème qu'ils ne peuvent résoudre eux sans commettre de crime. Et quotidiennement, ils montrent leur incapacité à gouverner les parties du pays qu'ils occupent. Mais nous sommes dans un processus diplomatique qui nous permettra bientôt, nous l'espérons dès que les accords seront signés, de reprendre les contrôles et de restaurer toutes les administrations. Donc ici, il faut savoir aussi, c'est que nous sommes dans une phase où nous avons commencé un processus d'atterrissage. Il ne faut pas oublier que dans cette guerre hybride, nous avions des armes levées partout. Nous, pour ce qui nous concerne, dans les fronts médiatiques, nous avons fait la guerre avec des mots. Et parce que nous sommes dans une posture où nous avons commencé l'atterrissage, évidemment, il faut qu'on tienne compte du fait qu'il ne faudrait pas, par nos prises de position ou par la parole, compromettre ou mettre à mal les principes qui ont été convenus, parce que nous sommes déjà sur la table des discussions. Donc, c'est un fait qu'il faut intégrer, mais pour ce qui nous concerne, en tout cas, la Première ministre était au Lualaba la semaine dernière, c'est ça le message qu'elle a porté. Le président de la République a annoncé bientôt le retour de son itinérance, mais il n'y a pas de préoccupations qui nous occupent comme les préoccupations de la paix. Peut-être que vous nous voulez beaucoup plus bavards, mais on peut bavarder, oui, mais ici, il y a des matières qui sont d'une extrême sensibilité
il faut la traiter avec la sensibilité que cela requiert. Mais nous avons fait preuve, comme aucun gouvernement avant le gouvernement souminois, de redevabilité à tout point de vue, quelle que soit la sensibilité ou la difficulté du sujet. Nous sommes au devant du peuple pour lui parler. Et vous avez suivi hier le président de l'Assemblée nationale dire, en tout cas dans la volonté du président de la République, tout ce qui s'est fait, que vous soyez député national, que vous soyez sénateur, que vous soyez membre de la société civile, tous les Congolais sont en droit de savoir parce que ce que nous faisons, c'est fait pour le bien de tous les peuples congolais. Monsieur le ministre, je vous sens très à l'aise lorsque vous commentez l'implication des États-Unis, mais j'aimerais également vous entendre parler des retombées directes de cette implication, avec notamment ce partenariat avec la République démocratique du Congo. Que gagne la RDC? Écoutez, d'abord, lorsque justement nous allons, parce que tout ceci ne peut se faire que dans des conditions de paix restaurées et de sécurité garantie. Parce que les capitaux américains, nous connaissons leur standard lorsqu'ils viennent pour investir. Et ici, il faut considérer que ce sera évidemment une grosse opportunité. Vous ne vous rendez pas compte? On parle d'investissement de plus de 500 milliards. Bon, je n'irai pas moi dans ces chiffres, mais il faut savoir que c'est tout l'écosystème économique de la région qui va changer. Parce que on va mettre fin à tous ces processus de pillage, à tous ces recours au proxy pour s'assurer que nous contrôlons une partie de la production du cobalt et du coltan plutôt dans la région, ou une partie du circuit des productions ou d'exportations illicites de l'or produit en RDC. Et donc, ce que cela suppose, c'est que nous devons avoir un cadre qui permette l'accueil de ces investissements. Ça tombe bien, parce que au plan, par exemple, des industries extractives, nous, RDC, nous sommes exemplaires. Regardez l'Itier, regardez tous ces satisfecits que nous enchaînons dans les cas de différentes revues avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ça veut dire que nous savons, nous, ce que c'est la transparence dans les secteurs des industries extractives. Évidemment, nous avons des défis dans la région. Par exemple, quand vous regardez un site comme Roubaïa, qui représente aujourd'hui les cœurs de la production mondiale du coltan, l'exploitation s'est faite de manière artisanale. Peut-être qu'il faut amener une industrialisation, mieux organiser les artisanaux ou les populations riveraines parce que ils ont aussi droit d'en tirer profit, créer un écosystème qui permettra d'abord d'avoir des services, la formation et tout ça. Ce qui est bien, ce que nous, j'ai parlé tout à l'heure de la DRC Gold Trading qu'on a créé. Donc, il y a un peu plus de contrôle dans les circuits de l'or, c'est pas suffisant. Il faut remettre à niveau. Il y a un travail de formation qui doit se faire au niveau de notre administration pour être prêt à accueillir ces investissements. Il faut être prêt à avoir de services pour voir comment créer des emplois ou tout au moins former les Congolais aux emplois qui pourront être générés par l'avènement de ces décors. Ici, nous ne parlons pas des choses chez Argui qui se feront dans une année ou dans 2 ans. Ici, nous parlons des choses qui se feront dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans et qui vont totalement transformer l'écosystème. Donc, l'économie rwandaise qui a été construite sur le modèle du pillage de ressources de la RDC n'a plus de longs jours parce que tout se fera dans ces cadres, dans la transparence et que tous les intervenants, par rapport à leur rôle spécifique, pourront tirer profit de par ce qui pourra être généré comme opportunité. Ici, je répète, nous avons des opportunités dans tous les secteurs du gaz, les secteurs miniers, les secteurs du transport, les secteurs de l'or, tout ce qu'il y a comme trésor dans cette partie du pays fera l'objet d'un écosystème transparent permettant la fluidité ou la circulation des capitaux qui doit se faire. Il y a un mot qui doit revenir et qui doit revenir toujours, c'est la transparence pour s'assurer que tout s'est fait dans les règles de l'art. Monsieur le ministre, je me réjouis puisque vous parlez chiffres, vous êtes au bon endroit, nous sommes Zooméco. Et investir, c'est le mot que vous utilisez. Moi, je vais plutôt dire que c'est une chose. Parlons cette fois-ci de la gouvernance, qui est d'ailleurs un critère important. Est-ce que aujourd'hui la RDC est un modèle, s'il faut parler de la bonne gouvernance? Je vous ai parlé de l'Itier tout à l'heure.
c'est des chiffres. Vous êtes Zoom éco-vérifié. Je vous ai parlé des revues successives. Cette année, nous sommes éligibles à plus de 2 milliards de fonds dans les cas de la facilité élargie des crédits et dans les cas de les facilités, je pense, de fonds de résilience. Mais vous pensez que nous aurions atteint ces points si nous n'étions pas dans la bonne gouvernance? Alors, ici, il faut faire attention parce que dans ce qui s'est dit que je vois souvent, on nous critique. On part parfois des réalités vues à tel ou tel endroit et on fait une généralisation. S'il n'y avait pas de bonne gouvernance à RDC, on n'aurait jamais atteint le point que nous avons atteint avec les FMI à la Banque mondiale. On n'aurait jamais atteint de satisfecit successifs que nous avons. On n'aurait pas atteint le plein potentiel du secteur minier pour les secteurs du Katanga, par exemple pour ce qui se passe dans l'ex-Katanga, parce que là aussi, nous nous assurons, nous travaillons avec des entreprises cotées en bourse, que la transparence soit de mise. C'est une condition sine qua non. Et c'est ces modèles que nous pourrons dupliquer pour les provinces de l'Est, évidemment avec une administration renforcée, avec des services de sécurité plus outillés, notamment pour lutter contre la contrebande, et avec une population qui aura plein d'opportunités d'emploi. Alors, vous êtes géniteur de ces concepts Congolais Téléma. Ce sont des Congolais qui vous suivent en ce moment. Avant de finir cette émission, je vais vous laisser quelques minutes pour vous adresser à eux. Congolais Téléma, c'est une initiative qui a été portée par la première ministre lui-même, Judith Suminwa. Évidemment, conçu par vous. Non, nous sommes dans un corps. Nous sommes dans un corps, nous sommes dans une mission. Et la première ministre, c'est elle qui nous permet de donner vie justement à nos idées. Il faut lui rendre la chandelle pour cette initiative qu'elle a bien portée. Parce que on l'a vu s'émobiliser, aller au Congo central, au Kwilu, partout, pour prêcher par cet exemple qui a permis, par exemple, aujourd'hui, grâce à la mobilisation de la première ministre et des collègues du gouvernement, de sensibiliser des jeunes qui ont fait le choix, par exemple, d'aller rejoindre le rang de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. C'est une illustration, justement, du leadership dans un pays en crise. Et aujourd'hui, ce que moi je peux dire aux Congolais, c'est d'abord dire ma fierté. La fierté de voir comment les Congolais se sont mobilisés. Moi, je reçois des appels du Brésil, d'Australie, des États-Unis, des partout, des Congolais qui se mobilisent, qui nous envoient des vidéos. Mais essayez de regarder Congolais Téléma sur la RTNC au quotidien, vous allez voir. L'équipe était à Béni, bientôt peut-être dans les autres provinces, pour s'assurer que partout, les Congolais se sont réunis. Aujourd'hui, tous les samedis soirs, lorsque vous regardez cet espace culturel qui permet à nos artistes de dire leur solidarité à travers la poésie, à travers les slams, mais c'est une découverte extraordinaire de talent. Je voudrais pas revenir sur le concert Solidarité, qui est une initiative des jeunes Congolais pour apporter, exprimer leur soutien aux compatriotes qui sont touchés. On n'a jamais autant vu des Congolais se mobiliser. Et c'est bien aujourd'hui, grâce au président de la République, que nous tous, nous avons davantage compris la nécessité d'être mobilisés, la nécessité d'être unis pour défendre ce que nous tenons de plus cher, notre territoire, notre fierté, notre dignité et évidemment le prestige d'être congolais. Je sais que vous êtes aussi un peu plus à l'aise en lingala. J'aimerais vous arracher quelques mots. Ces femmes-là, cette maman attablée, ces jeunes qui préféreraient vous entendre parler en lingala et commenter en 2 lignes ces principes et garantir que c'est déjà le grand pas pour la RDC, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Non, il y a liboso, il faut que eloko na eloko ezalaka na ngonga nango. Tozalaki na moment ya bitumba, bitumbeleki. Sikoyo tokomi na moment oyo tozokende na kimia. Kokende na kimia wana, elakisi te qu'il faut totika vigilance, totika mobilisation. Parce que na bitumba depuis ebandaki, tozalaki na ba processus ya ba discussion. Lelo tokomi na suka. Bomoni pe président américain Donald Trump a s'impliqué ye moko personnellement. Yango bomonaki
ministre na biso affaires étrangères, na homologue na ya Rwanda, autour du ministre américain des affaires étrangères, Vandaki, signé on a le poto to bengi déclaration de principe. Déclaration de principe, wana ezali na parti moko, mibale, misato, mine, mitano, motoba 6. Donc, yaliboso to lobby, principe o yaliboso. Ezali respect, ya souveraineté, intégrité, topé gouvernance ya RDC. Moutoa ko sabinote. Frontière, mon côté, centimètre, mon côté, ya frontière na biso ko zala cédé. Pe gouvernance, ya RDC et ko salama na biso moko ba congolais. Bisika nyonso o rezali espace o ya biso. Principe aliboso. Principe ami balé, etali makambo etali o tobengi na lopoto ba préoccupation sécuritaire. Ba préoccupation sécuritaire on est la kisinini. Tozana bitumbana ba Rwanda o balobaka biso to bombaka ba FDLR. Ba FDLR ozaki ba forces armées à Kalawana ya moment génocide. Il faut lelo tozala na mesa moko to bando solo la makambo wana pona ko éviter bitumba. Totala biso eloko nini ekoki ko ute pa na bango echa biso mobulu to gérer eloko nini ekoki ko bima et pa na biso echa bango mobulu to gérer. Wana eza deuxième principe. Sikoyo soki to respecter intégrité territoriale. Soki to gérer ba préoccupation sécuritaire na bango na ya biso. To zongisi kimia wana toki ko bandota na makambo économie. Na makambo économie ndeko, il faut ko tala mboka na biso ndenge ya leli. Mboka na biso ezaneti plateforme. Oyo toza na 9 pays voisins. Mboka moko toza na SADC na ba pays Afrique australe, toza na CEAC na ba pays Afrique centrale, toza na EAC na ba pays Afrique de l'Est. De l'axi ke biso nyonso. Il faut total ndenge nini soki économie est décollée na Congo comment et qu'on profiter dans ma pays voisin. Mais quand au biso motu ya batu faut baeba, c'est que l'air ba condition ane ko zala réuni. Ba o il faut bazala bato liboso a ko bénéficier na évolution ane za ba congolais. Ba bénéficier na ba emploi. Parce que moni na parti wana toza na ba possibilité ebele na makambo tali exploitation ya gaz na lac Kivu, na makambo tali courant na makambo tali ba mine na makambo tali wolo. Donc eza na ba opportunité ebele na kati. Et puis ba américain ba roya na misolo na bango, ba entreprise na bango ba roya. Et ko représenter une opportunité monene pour la formation, puis pour la repesa ba congolais misala. Et puis tokota la comment oyo ko sala mana Congo ko zala na effet contagion. Tobo sana tende ko gi ke na batango kala tozalaka na oyo tozala ko benga CEPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs. Na CEPGL wana Congo ndezalaka tête d'affiche. Ndepe kozalaka kana région parce que vocation à Congo ata bazo sala biso ba guerre oyo. C'est parce que batu ba yebi leadership pour yabiso. Na président Félix Antoine Tshisekedi leadership wana tozo récupérer. Kasi soko za leader, il faut yeba ndenge ko sunga. Bao baza pemeni bango pe batala ndenge nini bakozwa. Ozomona ti lelo toza na compagnie moko salama à l'époque Sinelac. Électricité bimara na lac Kivu, mais épée samara na Rwanda na Burundi. Malgré la guerre, etika ko fonctionner parce que ici il faut bah, que le peuple congolais les peuples burundais, peuple rwandais, tout ça va peuple frère. Ensuite, pour nous permettre Babilo Kwananyo ce salama moko il y a raison à Bitumbo tozaki na ba Rwandais makambo etali ba réfugiés. Yango musala moko esalamaka autour
il y a au Tobenga na lopoto au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève. Structure où il y a Nations Unies l'andela makambuana. To salaki travail mix na ba Rwandais na biso ba Congolais. Les loto yebi nombre ya ba réfugiés congolais au Rwanda, nombre ya ba réfugiés rwandais au Congo. Siko il faut tout définir mécanisme. Ndenge nini bango ba rozonga parce que ba rozonga sur la base volontaire. Et puis nabao il faut ba utawa na bazonga. Nabao ba Congolais il faut tout identifier bango. Au utawapi, au salaka wapi. Mais pour wane salama, il faut conditions de paix à la réunie. Ça veut dire que kimia il faut zonga. Na parti wana ndeko totala makambwana. Et là mususu amutuya tolobaki o eza coulé na déclaration de principe wana eza statut à ba force. Ozomona o ezo sala man États-Unis eza discussion comme ma accord de paix. Mais accord de paix l'air ko signamé. Musala sikande ko banda à partir en ce moment-là. Comment on va faire pour en assurer l'implémentation? Ozomona. Mais pour salama tozan a besoin ba force oyo ba rozala parce que ba force rwandaise na ba supplétif na bango il faut neti ba bimagoma. Ozomona. Donc à un moment pour na ko éviter ba confrontation ba force tozan a besoin neti ya MONUSCO. Autant Tokyo en a besoin, il y a ba force, il y a SADC, TOPA et assez suivant mécanisme où a décidé na niveau à ba processus de médiation pour na ko s'assurer par exemple ce tolobi cesser les feux, tozan un mécanisme mo pas vérification à cesser les feux pour na ko s'assurer tolobi bao il faut ba bima toti na ba tuba bongisa aéroport à Goma ndenge ba sabota kango na ba force d'agression ba ye batali waneza statut il y a ba force fauta donc ce côté nyonso oyo salami na Washington et salami penza na bolandi nzela au président Félix Antoine Tshisekedi adressaki siko to comme une étape oyo biso to pesaki ba proposition na biso ba Rwandais ba pesi yango tozotala na ba américain ndenge nini to ko sangisa comme ça tozala na accord moko général au l'air et ko signamé ba congolais nyonso fo ba yeba que eloko moko te ko salama na Washington et ko salama contre ba intérêt na bango eloko moko te ko salama na Washington et ko salama oyo ko bebisa ba intérêt na biso donc ba bisika bazali bazala na kimia bazala na confiance na président de la République na maman Souminwa na biso nyonso oyo toza balandi tozosala na bango mpona ko s'assurer que to restaurer kimia na Congo pe to bandi kobunda mpona kotelemisa ekolo na biso. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Ministre, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.